Bouaké, la grande ville du centre de la Côte d'Ivoire, abritait le 7 août dernier les festivités marquant l'an 65 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Principale attraction de l'événement, le défilé militaire qui s'est transformé en véritable démonstration de force. La Côte d'Ivoire, une puissance militaire qui s'affirme à l'échelle régionale. Ensuite, nous basculons du côté du Sahel où le GENIM dénonce la propagande des juntes militaires. Le mouvement djihadiste quant-il aujourd'hui comme une alternative politique dans le contexte de recrudescence des violences que connaît la région. Enfin, on évoquera sommairement la question de la place des pays de l'AES dans l'espace UEMOA. Merci de nous rejoindre. Deux confrères sont sur ce plateau pour ce numéro de Devoir de vérité. Idriss Keïta, bonjour. Bonjour, monsieur Raymond. Jean-Richard Nguessan, bonjour également. Bonjour Raymond et bonjour à tous. Alors tout de suite, Jean-Richard Nguessan, vous avez suivi comme nous tous justement ce défilé militaire qui a marqué plus d'un. L'artillerie lourde a été sortie et évidemment que comme les précédentes éditions, cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive, non seulement au niveau local mais également à l'international. Alors tout de suite, quels sont selon vous les enjeux de ce défilé militaire, de cette parade grandeur nature que nous avons pu constater le 7 août dernier à Bouaké? D'abord, il faut saluer ce défilé. Ça montre l'unité de notre armée, de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous savez, pour la petite histoire, l'armée ivoirienne a subi des restructurations juste après la crise post-électorale. On se rappelle des FONSI, des FRC, des FACI aujourd'hui. Ça montre non seulement l'unité de notre armée, ça montre la solidité de notre armée. Et aujourd'hui, on est dans un contexte sociopolitique assez difficile, un contexte marqué par le terrorisme. Et à cet effet-là, il est important aussi pour la Côte d'Ivoire de montrer sa force, sa puissance. Donc à travers ce défilé, l'État de Côte d'Ivoire t'aidait non seulement à montrer sa puissance militaire, à démontrer l'unité de cette armée-là, mais aussi de montrer les nouvelles armes que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui dans le contexte du terrorisme. On sait que le pays a été touché à maintes reprises par le terrorisme. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre qu'on mène de façon conventionnelle. Donc, il était important aussi de faire défiler des amis, des partenaires. On a vu lors de ce défilé également la France. À nos côtés, on a vu les États-Unis, on a vu le Maroc. C'est une volonté aussi de l'État des alliés stratégiques. On sait que les États-Unis, la France sont des pays qui luttent contre le terrorisme depuis bon nombre de décennies. Il est important pour la Côte d'Ivoire aussi de marcher avec ces pays-là dans cette lutte contre le terrorisme. Il y a le Maroc qui a de grandes écoles militaires. Donc, au regard de tous ces aspects-là, je dirais, dans un premier temps, c'est pour afficher la puissance militaire de la Côte d'Ivoire, c'est pour montrer aujourd'hui la solidité de notre armée, c'est pour montrer aussi la jeunesse de notre armée, c'est de montrer aussi les nouvelles armes acquises par la Côte d'Ivoire. Et au-delà de tous ces aspects-là, il fallait que ça soit à Bouaké, ville martyrisée, ville qui a connu la rébellion. C'était effectivement, donc l'un mis dans l'autre, ce défilé-là, il y a plusieurs enjeux dans un contexte marqué notamment par le terrorisme. Alors, Idriss Keïta, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble moderniser véritablement son arsenal militaire. On assiste non seulement à un gonflement des effectifs, on a également à l'acquisition d'armements de pointe que l'on voit quelque peu rarement dans la sous-région, à part peut-être le Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire mise réellement sur la technologie de pointe au niveau de son armement. Est-ce que c'est une politique de défense qui tente à s'adapter aux réalités sécuritaires que connaît la sous-région ouest-africaine? Bien avant de commencer, je voulais tout d'abord profiter pour présenter mes condoléances au peuple du Ghana. N'oublions pas que les invités, on avait la Guinée, Mamadi Doumbia a été empêché à cause du référendum prochain. Il y avait aussi le Gabon, qui lui est quand même venu avec son épouse. Mais le Ghana, l'actualité a été carrément prise par ce crash où il y a deux ministres et un député qui sont décédés. Je tenais à leur présenter mes condoléances. Effectivement. Et nous sommes dans un contexte de sécurité grandissante. Les pays de l'AES, le Sahel, même le Tchad, même la Mauritanie, sont des pays tous exposés, si vous voulez, au terrorisme, qui continue de perdurer, qui continue de se structurer, qui a eu une durée dans le temps. Parce que quand cette transition-là prenait forme, l'occupation que les mouvements rebelles ont, ou si vous voulez, l'offensive que les mouvements terroristes mènent, à longueur de temps,
n'était pas il y a 2 ans, 3 ans plus tôt, quand ces pays-là avaient décidé d'ouvrir la voie à la souveraineté et de créer l'AES. La preuve aussi, juste pour mettre Bien un sûr. peu d'eau à votre moulin, la Mauritanie et le Tchad ne connaissent pas une telle expansion des attaques djihadistes. Ils arrivent quand même à contenir le phénomène, contrairement aux pays de l'AES qui sont véritablement empêtrés dans le fléau. Et donc, déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la frontière vers le Burkina, la zone où Ngongolo est environ. Déjà, il y a des tensions régulières. Tensions même où parfois même il y a eu des frictions déjà entre les deux armées, des soldats qui ont été pris d'un côté et de l'autre. Voilà, et même tensions pour lesquelles même les 2 ministres de la Défense symboliquement se sont retrouvés, ont eu à passer une journée ensemble. Donc, comme on le dit, qui prépare la paix prépare la guerre et qui prépare la guerre préparerait la guerre. Donc, il est important d'être adapté, il est important d'avoir un arsenal. Tout ce qui concerne l'armée, c'est la grande muette. C'est le secret défense. On n'a pas besoin d'exposer ce qu'on a. On agit dans le silence. Si dans la sous-région, certains pays, au nom de la souveraineté, sont allés à la rupture, parfois aussi à l'isolement à certains niveaux, d'autres comme la Côte d'Ivoire sont très silencieux, mais sont open à toutes sortes de collaborations, à toutes les nations du monde. Donc à travers ça, la Côte d'Ivoire jouit de l'expertise de plusieurs entités. D'ailleurs, j'oublie pas aussi que depuis 2 ans, 3 ans, la Côte d'Ivoire a ouvert une coopération même spécialisée, comment on dirait, c'est pas le terme, privilégiée, avec les États-Unis, Africom. Donc c'est pour vous dire que ce pays-là, au fur et à mesure, prend ses dispositions pour ne pas être surpris. Enfin, pour chuter, nous sommes dans un contexte d'indépendance où l'opposition essaie d'aller à la démonstration de force, ou aussi on a la veille d'élections où on aurait un début de psychose, les populations sont tendues, n'aimeraient pas vivre ce qu'elles ont vécu. Donc pour toutes ces raisons, au plan national, local, pour toutes ces raisons, au plan sous-régional et international, la Côte d'Ivoire se devait de s'armer et a eu l'occasion de montrer un échantillon de l'arsenal qu'elle possède. Moi, je voulais rebondir rapidement pour dire que ce n'est pas tout le temps que les États sont silencieux sur leur armement militaire. On se rappelle, depuis son avènement au pouvoir en 2012, pour parler de la Chine, en 2015, on a vu un grand défilé militaire du côté de la Chine, avec Xi Jinping en 2015 et en 2019. Et selon les indiscrétions, le 3 septembre prochain, il y aura la célébration des 80 années de victoire de la Chine, tout. Et il y aura également une démonstration de force de l'armée chinoise, surtout dans le contexte qu'on sait, avec les États-Unis qui s'affichent de plus en plus, avec l'actualité du côté de Taïwan, les États-Unis qui ont bombardé l'Iran, qui ont démontré leur puissance militaire. Donc aujourd'hui, je me dis que ces défilés-là sont aussi l'occasion pour les différents États de démontrer leur force et leur puissance. On le voit notamment en France, le défilé il y a cela quelques années était un événement assez folklorique où c'était un acte patriotique où les populations françaises venaient pour saluer leur armée. Mais aujourd'hui, il nous a donné plus de voix, une démonstration de force, non seulement de l'armée française, de certaines armées à travers le monde. Donc la Côte d'Ivoire veut marcher, pour ma part, dans cette même dynamique. Est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire peut aujourd'hui être perçue comme une sorte de puissance au niveau régional africain, au-delà même de la sous-région ouest africaine? On n'a pas le choix d'être une puissance militaire. Au-delà même de la volonté affichée par nos gouvernants, des moyens déjà acquis qui nous sont présentés, est-ce qu'aujourd'hui ce pays-là fait modèle de puissance régionale? C'est-à-dire quand on prend, outre la sous-région ouest africaine, l'ensemble de l'Afrique subsaharienne avec l'Afrique centrale et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a son mot à dire? Ah oui, forcément. Vous savez, depuis quelques années, je l'ai dit d'entrée de propos, il y a eu une restructuration de l'armée. On sait que l'armée ivoirienne a connu énormément de difficultés. Pour la petite histoire, on sait que c'est sous le général Zézé Barouan, au début des années 70, qui a apporté une restructuration au niveau de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne en acquérant les premiers avions de chasse. Ensuite, il y a eu l'ouverture des bases militaires, tout. C'était un général qui était proche à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, dont il était l'aide de camp. Ensuite, il y a eu un relâchement au niveau de l'armée ivoirienne. Mais aujourd'hui, dans le contexte
qui se présentent au devant de nous, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, non seulement les pays de l'AES ont tendance à accuser, Idriss le mentionnait tout à l'heure, à regarder la Côte d'Ivoire d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a le terrorisme. Au regard de toutes ces situations, la Côte d'Ivoire n'a d'autre choix que de s'armer. Et puis ce qu'il faut noter, il y a une restructuration, il y a une vague de militaires qui sont là à la retraite, il y a des jeunes qui ont été recrutés et le ministre de la Défense ne cesse d'apporter un souffle nouveau au niveau de l'armée. Je pense que pour ce qui est donné de voir, c'est une bonne chose parce que non seulement il y a la coopération militaire aussi avec la France, avec les États-Unis, qui nous apportent de leur savoir-faire. Et je pense que l'un mis dans l'autre, cela va permettre à la Côte d'Ivoire de monter en puissance sur le plan militaire et surtout de montrer à ses adversaires qu'on est prêt. Parce que qui prépare la paix, prépare également la guerre. Alors, Idriss Keïta, avant de chuter sur ce sujet, avec une dernière question, il y a ces rumeurs. À chaque fois, en tout cas depuis quelques années, que la Côte d'Ivoire sort une parade militaire qui impressionne tout de suite au niveau des États voisins, au niveau de l'AES surtout, pour le dire clairement. Il y a ces populations-là qui ont tendance à lancer des pics à la Côte d'Ivoire pour parler de matériel militaire loué. Il semble avoir une sorte de gêne, sinon de complexe, de ressortissants de la sous-région quant au fait que la Côte d'Ivoire monte en puissance militairement parce que certains estiment que, étant proche de la Russie qui semble être pour eux la panacée à tout ce qu'il y a comme conflit militaire et qui semble leur donner le sentiment de superpuissance face à une Côte d'Ivoire qui est restée proche de la coopération française, mais qui montre un armement qui est beaucoup plus avancé sur le plan technologique et même sur le plan numérique également. Vous savez, cette question d'armée-là, soyons très prudents. Parce que nous ne sommes pas des spécialistes de l'armée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu comme des équipes de football. Que les téléspectateurs m'excusent et comprennent un peu mon raisonnement. On peut par exemple dire que peut-être le Barça a les meilleurs joueurs du monde. Est une équipe qui est censée rafler tout. On peut par exemple peut-être, je vais taquiner mes adversaires d'Africa qui sont en seconde division, qui n'ont pas grand-chose à vue d'œil. Mais parfois, les armées, c'est quand elles sont aussi mises à l'épreuve qu'on peut voir ce qu'elles valent. Peut-être que si le Barça et l'Africa peuvent se retrouver en compétition, l'Africa peut gagner le Barça. Ça peut. La Côte d'Ivoire, entre 2020 et 2021, a pu éradiquer plusieurs incursions djihadistes qui sont arrivées jusque dans la région du Bounkhani. Et l'armée ivoirienne a pu les neutraliser de façon assez efficace, avec une certaine discrétion, sans que cela ne crée de la panique au sein des populations. Cette époque que vous l'avez dite, elle intervient au niveau de la défense, quelque temps après, quand le département de l'Intérieur, si je ne me trompe, était administré par le ministre Ahmed Bakayoko, si je ne me trompe, qui lui faisait la guerre aux microbes, à l'interne. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La sécurité de la défense, il n'a pas été de l'intérieur. Oui, mais précédemment, oui. Mais lorsqu'il y a eu les attaques djihadistes, il était ministre de la Défense. Je veux dire, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait la police, la gendarmerie qui traquait les microbes. Donc déjà, à l'interne, la Côte d'Ivoire même a fait un nettoyage, et époque à laquelle même il a mis les caméras surveillance à travers la cité, avant maintenant d'occuper le département de la Défense. Absolument. Où vous avez dit ce qu'il a. C'est-à-dire, en tout cas, pour ce qui est des armées, l'armée ivoirienne, moi-même, je la suis depuis l'époque de feu le général Mathias Doué. C'est vrai que nous sommes tous contemporains de l'époque de Philippe Mangou, mais l'armée déjà a été mise à rude épreuve ici. Avec cette rébellion, cette guerre, on va dire, ivoiro-ivoirienne. On avait deux tendances, on avait deux Côte d'Ivoire à l'époque. Mais évidemment, pour tout président qui est conscient, qui passe par ça, il s'arme, il prend ses dispositions. Et c'est ce vers où nous en sommes. Et à cette époque où on parlait même du clash Bouaké-Abidjan, à cette époque, le terrorisme n'était pas encore ce qu'il était, n'avait pas pion. Voilà, c'était pas en vogue. C'était plutôt des mouvements armés. Ça et là. Peut-être que c'était Boko Haram qui pointait le nez, parce que dans la sous-région, c'est Boko Haram qui a le plus eu le Boko buzz. Haram même a plus émergé à la fin de la crise ivoirienne, en 2009, disons 2010 surtout, 2010-2011, lorsque notre crise en interne s'est achevée. En ce moment-là, on a vu une recrudescence de la violence islamiste au Nigeria.
Alors, justement, une dernière question, Jean-Richard, assez rapidement, hein. En une minute. Est-ce que c'est un message subliminal que la Côte d'Ivoire adresse aux voisins sahéliens quand on sait qu'il y a de plus en plus de propos bellicistes qui sortent de la part de certains dirigeants? On parle de capacités militaires foudroyantes, on capture certains soldats ivoiriens. La tension semble grandir entre nos différents pays, de part et d'autre des frontières. Est-ce que c'est une façon de dire la Côte d'Ivoire est présente, elle a les moyens de se faire respecter? Oui, forcément, c'est vrai que c'est une célébration patriotique, mais au-delà de cet aspect patriotique, ce que l'État tente à montrer aux voisins ou même aux adversaires, c'est la présence militaire de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu une armée disciplinée, on a vu une armée assez jeune, on a vu une armée communue avec la population. C'est de montrer surtout la proximité entre la population et l'armée, mais au-delà de cet aspect-là, il y a des armes qu'on n'avait pas encore eu la possibilité de voir, qu'on a pu voir. Donc cela montre aussi, comme Idriss le disait à l'instant, la confiance vis-à-vis de notre armée qui, en dépit de tout, en dépit des défis qui pourraient se présenter à l'avenir, a les capacités de non seulement de bouter hors de nos frontières toute attaque. Et je pense que c'est une belle chose et on espère que cette armée-là va continuer de monter en puissance. Absolument. Idriss Keïta, votre lecture justement de cette parade militaire en termes de messages qui pourrait potentiellement être préparé à l'endroit des voisins de l'AES? Bon, tout d'abord, moi je pense que la Côte d'Ivoire ne le fait pas à l'endroit de l'AES. C'est justement si on raisonne comme ça qu'on va donner l'occasion à ceux-là qui font des vidéos, qui sont braqués contre la Côte d'Ivoire, d'avoir des arguments, de passer tout leur temps à vilipender ce qui est censé se gérer en diplomatie. Un. De deux, il faut savoir que la Côte d'Ivoire aussi a plusieurs voisins. On a le Libéria, on a la Guinée. Sur un banal fait, sur une banale divergence ou sur une banale incompréhension, il peut y avoir un clash. Tout peut arriver. Donc déjà, moi, je ne vois pas la chose comme ça. Je reconnais qu'au niveau de l'AES, avec l'euphorie des réseaux sociaux, et n'importe qui parle n'importe où et n'importe quoi à travers un téléphone, ça se permet, beaucoup se permettent de ne pas tenir compte des liens du voisinage, des liens de fraternité. D'autant plus que les propagandistes actifs sur les réseaux sociaux qui sont dans l'AES sont jugés assez proches des cercles de pouvoir. Justement. Mais pour moi, vous savez, tout pays, parce qu'en fait un défilé là, ce défilé dont on parle, c'est le jour de la fête de l'indépendance. Et la Côte d'Ivoire, pendant la semaine du 7 août, n'a pas été le seul pays qui a défilé. Absolument. Il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger avant, il y a eu le Bénin. C'est même une semaine très charnière. Juste après, il y a eu le Tchad. Absolument. Donc, vous voyez, chaque pays met en avant ce qu'il a. Chaque pays fait passer un message. Et chaque pays, il est important que ce pays mette en avant ce qu'il dispose. Parce que n'oublions pas que les pays ont même une journée où ils peuvent aussi se permettre de défiler, le jour de la fête de l'armée. Certains pays le font, d'autres pas. Ils préfèrent attendre le jour de l'indépendance. Donc pour moi, le jour de l'indépendance, c'est un jour de communion, c'est un jour de souvenir. Et donc c'est un jour où... C'est un jour de démonstration de force. Non, de démonstration, oui. Mais... Aujourd'hui, de plus en plus, c'est un jour de démonstration de force. Non, on l'observe. Pour moi, comme le défilé est culturel, le contexte le défilé, il est culturel. Le défilé même, il s'est toujours fait en réalité. C'est juste qu'avant, avec les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télé. Dans la culture même des gens, on n'était pas regardant sur les choses militaires. Non, mais surtout même avant, la Côte d'Ivoire, par exemple, ne mettait pas l'accent sur sa force militaire. On en avait... Enfin, on ne la brandissait même pas lors des défilés militaires. Pas du tout. C'était à peine quelques troupes qui paradaient devant le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a un message qu'on tente de vouloir envoyer au niveau international. De façon évolutive, même quand la Côte d'Ivoire a vraiment commencé à le faire, à cette époque, les populations n'étaient pas regardantes, si vous voulez, surtout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les citoyens de maintenant, tout ce que l'État dit et fait est passé au peigne fait. Donc, pour chuter, c'est ce que je voudrais dire. C'était une grande fête. Le président a tenu bon, parce qu'on a vu que politiquement, certains voulaient essayer de mettre une psychose, mais la fête a pu se tenir. L'euphorie a été totale. Désormais, place au grand challenge électoral du 25 octobre.
Très bien. Alors, second sujet de notre émission, il y a le GENIM, le mouvement djihadiste qui sème la terreur dans les pays de l'AES, au Burkina, au Mali et au Niger, où il est particulièrement actif, qui publie une vidéo il y a cela quelques semaines, dans laquelle le porte-parole du mouvement s'exprime en langue française et il dénonce la propagande mensongère, selon lui, des jeunes qui gouvernent ces différents États sahéliens. On va l'écouter dans cet élément. Pour détourner les peuples de leur propre échec, ils inventent des sigles et des slogans creux comme les Wayans, les Bir, Faso Mebo, Centrale nucléaire et d'autres non pompeux, dans le vrai espoir d'effacer la mémoire collective et de justifier leur maintien au pouvoir. En face de cela, nous disons merci à tous ceux qui, avec sincérité, appuient notre engagement en faveur de la justice, tel prescrit par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à nos honorables chefs, veilleurs, infatigables, sans qui ce combat ne sera pas possible. Et salutations profondes à notre guide et référence, Iyad Aghali Hafizahullah, qu'Allah l'assiste et le préserve. Quand on entend le porte-parole du GENIM là qui s'exprime en langue française, c'est assez remarquable. Très souvent c'est en arabe ou dans des langues locales qu'il parle. Là il parle en français, il adopte une posture assez inhabituelle, comme si le mouvement voulait incarner une sorte d'alternative. Alors quelle est votre lecture justement de ce communiqué qu'a produit le GENIM et qui vient dénoncer la propagande qu'ils estiment mensongère de la part des différentes juntes militaires au Sahel? Vous savez, quoi qu'on dise, cette organisation s'est toujours présentée comme l'une des organisations les plus meurtrières d'Afrique, quoi qu'on dise. C'est vrai que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ils tentent plus ou moins de redorer leur blason. On attend véritablement de voir ce qui va se passer concrètement. Mais après tout ce qu'ils ont fait subir aux populations, notamment dans plusieurs localités, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger, il faut dire que les populations restent sceptiques quant à ce message qui essaie de faire passer le GENIM ou encore les responsables du GENIM. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différents pouvoirs, que ce soit au Burkina Faso, il y a eu des promesses non tenues. Aujourd'hui, il y a des déceptions du côté des populations. Aujourd'hui, l'armée est en difficulté. Mais est-ce que véritablement le GENIM aujourd'hui est une organisation sur laquelle les populations doivent miser? Je ne crois pas. Quand on connaît le passé de cette organisation, quand on connaît l'histoire de cette organisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils tentent de redorer leur blason, mais pour ma part, j'irais tout de même... Ouais, Idriss Keïta, aujourd'hui, il y a une réalité qui est observée par tous quand on regarde les cartes, les données ACLED, WAMAPS et autres, des organismes spécialisés dans la gestion des conflits et qui répertorient les incidents sécuritaires. Il est clair qu'on assiste à une sorte de recrudescence, non d'exacerbation des attaques djihadistes au niveau de ces différents pays, surtout au niveau du Burkina Faso et du Mali, même aussi au Niger, où on a de plus en plus de camps militaires qui sont décimés par les djihadistes, alors que la propagande gouvernementale tente à faire croire que tout va bien, que la situation est maîtrisée, que les différentes armées montent en puissance avec des gains territoriaux qui tendent à s'élargir. Il y a une sorte de dichotomie entre la réalité du terrain et le discours officiel. Est-ce que finalement les jeunes ne sont pas en train de se décrédibiliser au profit du GENIM, par exemple, qui semble tenir malheureusement le langage de la vérité de terrain? Il faut savoir que la question terroriste, c'est une question de guerre. C'est deux camps qui s'affrontent. Et personne ne dira que je vais au combat pour perdre. Un. De deux, si les vagues terroristes se permettent aujourd'hui de se présenter en alternative, c'est vrai que déjà le fait même de communiquer en français, c'est toucher assez de cibles. Parce que pendant longtemps, ces mouvements-là ont toujours dit, quiconque parle français
D'ailleurs, Boko Haram, par exemple, le nom même, c'est ça. Et même tous ceux qui ont eu à aider l'armée française ou la France dans quelques combats que ce soit, ailleurs ou contre eux, seront des cibles. Après Boko Haram, ce n'est pas le Jenim, mais Jenim qui est plutôt une filiale de Al-Qaïda. Oui. Boko Haram qui est un peu plus proche de l'État islamique, mais bon. Bien sûr. Non, mais en fait, n'oublions pas, hein, il y a désormais, si vous voulez, l'international terroriste. Il se sollicite. Le mouvement continue à s'affronter au Sahel, ça aussi, il faut le dire. Oui. Il n'y a pas de jonction encore entre les deux mouvements. Non. Il reste des adversaires sur le terrain. Je pense qu'il y a des jonctions entre les mouvements, mais c'est plutôt peut-être ces mouvements-là qui sont peut-être de la même zone ou des mêmes communautés. Par exemple, on le voit avec les Touaregs. Des espaces territoriaux. Avec les Touaregs, par exemple, on voit qu'il y a des fusions, il y a des choses qui se font. Et à la longue, pour pouvoir tenir face à l'armée, certains mouvements n'auront pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Je retiens aussi que le Jenim est quand même très néfaste. Parce que si j'ai bonne mémoire, l'enlèvement de l'ancien président de l'UEMOA, Cissé, qui fut aussi candidat au niveau du Mali à 2 reprises, son enlèvement, c'était coordonné, c'était en fait le Jenim qui était derrière cette histoire. Et donc, c'est pour dire que, vous savez, ces crises-là, à l'origine, ça a débuté il y a près de 15 ans. Depuis le moment où Al-Tété Amadou Toumani Touré était aux affaires. Parce que Alpha Oumar Konaré avait trouvé une accalmie avec la fameuse flamme de la paix de 97, je crois, ou 92. Il a fait la flamme de la paix qui a été décriée, mais reste que c'est vraiment quand ATT est venu au pouvoir que cette histoire-là, cette recrudescence a pris forme. Mais maintenant, il faut avouer que c'est sous Ibeka que ça s'est plus en plus approfondi. Et de cette époque à maintenant, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. Est-ce que sous Ibeka, parce que déjà avec ATT, il y a eu la poussée des djihadistes sur Bamako, qui a même entraîné le coup d'État de Amadou Aya Sanogo à l'époque. Déjà, le Mali était en déliquescence. N'eût été l'intervention militaire française avec l'opération Serval. Et Serval, ensuite, il y a eu, politiquement, il y a eu l'intervention de feu l'ancien ministre de la diplomatie, Tcheblin Dramé, qui vient de décéder, qui lui aussi avait permis d'avoir un accord de Ouagadougou, à travers lequel la zone rebelle, donc Kidal, acceptait d'intégrer le processus électoral de 2013 qui a vu Ibeka venir. Et c'est justement quand Ibeka est venu, 1 an après, avec son premier ministre Moussa Mara, qu'il y a eu les problèmes de Kidal et que Kidal est devenu rebelle durant tout ce temps. Donc je voulais en fait dire que les terroristes ont des zones qu'ils occupent depuis plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, où l'armée ne va pas, où l'armée n'ose pas venir, où l'armée réfléchit encore à comment récupérer ces zones. Et entre-temps, les populations ont eu le temps de s'adapter. Parfois même, il y a même eu un paradoxe, quand bien même elles sont forcées à la charia, mais parfois il y a eu ces endroits où les populations se retrouvent mieux dans la gestion même des terroristes. Il faut aussi souligner également, juste avant de passer la parole à Jean-Richard, peut-être pour conclure, que beaucoup de citoyens de ces différents pays-là, surtout dans les villes de l'intérieur, dans les localités majoritairement habitées par des Peuls et autres, se sentent éloignés des gouvernements, des régimes militaires, puisqu'il y a beaucoup d'exactions signalées, répertoriées des armées nationales sur ces populations, des massacres, des vidéos filmées par exemple par l'armée burkinabé avec des actes de cannibalisme assumés, avérés, soutenus par les internautes. Ça fait cela quelques mois à peine, oui, on l'a vu, c'était vraiment malheureux, mais c'était quand même choquant de voir des soldats d'armée régulière dire ouvertement, voilà, comment est-ce que j'égorge quelqu'un, tout ça, c'est vu au Burkina Faso, même au Mali, mais à un degré moindre. Alors finalement, il y a beaucoup de ces populations-là qui se sentent solidaires à un certain moment de ces mouvements djihadistes. Mais quoi qu'on dise, le Génie reste l'un des mouvements les plus meurtriers dans la région. C'est vrai que finalement, il semble que c'est une organisation qui a été formée au Mali, mais aujourd'hui, on se rappelle, il y a quelques semaines, au mois de juillet, un communiqué où le Génie estimait avoir attaqué plusieurs camps militaires. Lorsque vous vous en prenez à des institutions de l'État, après, vous ne pouvez pas vous positionner en tant qu'alternative. Après, lorsque vous vous proposez en tant qu'alternative, qu'est-ce que vous proposez exactement de façon concrète? Parce que lorsqu'on regarde dans le discours de ces personnes-là, c'est, à vrai dire, on ne comprend, on ne perçoit
pas véritablement le message. Vous vous en prenez aux écoles, vous vous en prenez aux enseignants, vous vous en prenez aux militaires. Après, on se pose énormément de questions. C'est vrai que le GNIM essaie d'édulcorer son discours aujourd'hui, de se positionner en alternative, mais aujourd'hui, pour la plupart des populations, ces organisations-là restent des organisations terroristes et il sera difficile pour ces organisations-là de changer de paradigme. Ah oui. Je voulais dire quelque chose parce que je n'avais pas fini. Si quelque part ils se placent en position, en alternative, c'est tout d'abord, comme je l'avais dit, parce qu'il y a de ces zones qui sont depuis le départ jusqu'à maintenant restées dans leurs mains, où l'armée ne s'est jamais positionnée pour diverses raisons. Quand bien même que l'armée y pense. Ça, c'est d'un. Mais de deux, il y a de ces endroits où les terroristes sont allés même à faire des arrangements. Ils viennent voir le chef du village. Voilà telle caution, telle ration, telle dotation dont nous avons besoin en vivre, en quoi que ce soit. Et si vous avez ça, on ne dérange pas votre village, on ne s'en prend pas à quelqu'un. Parce que ça dépend selon les milieux, quoi. Il y a certains qui sont violents, il y a certains qui ne sont pas violents. Mais il y a ça aussi. Cet arrangement-là, ils l'ont eu avec plein de villages qui, depuis qu'ils ont fait ça aussi, ils sont protégés par les terroristes, ils vivent en paix chez eux, ils n'ont aucun souci. Et ça, ils l'ont développé à plusieurs échelons. Raison pour laquelle, justement, l'armée parfois a du mal à faire coopérer les populations dans l'aspect renseignement pour pouvoir traquer les terroristes. Les populations, finalement, ne perdent pas confiance en les armées. Je prends le cas du Mali à Bandiagara. Il y a de cela quelques mois, un reportage, le fameux pays Dogon, comme on dit désormais. Des reportages, une actualité largement couverte par Joliba TV, que vous connaissez certainement. Et alors, Joliba TV refait des reportages dans la localité. Je me souviens de celui qu'il a fait, justement, le GNIM prévient les populations. On vous donne 2 semaines pour déserter la zone. Oui. On va attaquer. L'armée est parfaitement informée. L'armée a même peur d'intervenir parce qu'ils savent peut-être qui ils ont en face. Effectivement, au bout des 2 semaines, le GNIM intervient. L'armée n'y peut rien. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Le peu de militaires qu'ils trouvent, mais ils sont traités normalement. Et finalement, les populations sont déplacées. Joliba TV fait un reportage sur le sujet. Ces populations-là s'expriment. Qui disent que on a été informés, on n'a rien pu faire pour nous. Et c'est comme ça un peu partout dans la US. Moi, ce que je peux même vous dire, ça a pris forme même depuis le temps d'Ibeka en 2018-2019, avec les drames de Ogosagou, si vous vous rappelez bien, suite auquel la fameuse milice des Dogons, Dana Ambasagou, a pris forme. Et on était même à un moment où finalement les tensions entre Peul et Dogon, comme on dit désormais les tensions communautaires du centre, ont eu à prendre forme. Mais vous savez, ça c'est vrai, hein, il y a des villages qui ont bel et bien été informés, qui malheureusement ont été rasés. Mais, je côtoie même à Bamako les ressortissants de ces villages. Mais que pouvons-nous dire? L'armée, c'est le secret défense. L'armée ne peut pas être interpellée. Et on ne peut qu'observer. Et aussi, finalement, qu'est-ce qu'on pourra dire, bien qu'on ait mal au cœur? C'est que l'armée et les services de renseignement disposent d'éléments que nous n'avons pas. Sinon, c'est très déplorable de voir ça, de voir même ces populations-là que je côtoie. Parfois, c'est même embarrassant de côtoyer certains de la zone qui disent que désormais, mon village a été rasé ou mon village n'est plus habitable. Malheureusement, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, paradoxalement, il y a des endroits... Là, par exemple, on parle du pays Dogon, Badiangara et environ, où il y a cette offensive. Mais par contre, quand je vous parle de la frontière mauritanienne, Nara, là-bas, ils se permettent même de venir dans un village. Je donne un cas rapidement. Il y a eu quelqu'un, un certain Magassa, une fois qui a parlé chez nos confrères de BBC, qui a dit que vraiment, une interview quoi, je ne suis pas content, ces terroristes-là, ils ont occupé chez nous, voici. Or, dans la zone de Nara et environ, ces terroristes-là vivent avec les populations, viennent dans les marchés, achètent les choses, ne les attaquent pas. C'est ces derniers temps-là même, il y a des pratiques religieuses, comme le Maouloud et autres, qu'ils essaient d'interdire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de ce fameux Magassa-là? C'est que quand il a fait sa sortie, il était à Bamako, hein. 2 jours, 3 jours après, on vient voir le chef du village, tout le monde à la place publique. Ils sont venus. Ils n'ont pas frappé quelqu'un, ils n'ont rien fait. Ils ont joué l'audio, l'interview, et ils ont dit à toute la population, on sait qu'il est d'ici. Dites-lui que s'il vient, il est un homme mort. Nous sommes pacifiques avec vous. Nous avons affaire à l'armée. Pas à vous.
Donc, prenez toutes les dispositions. Mais ce dernier-là, il est bloqué à Bamako depuis plus de 3-4 ans. Il ne peut plus revenir chez lui. Donc, c'est dire que c'est vrai que malheureusement, dans tout le territoire, il y a assez autant de mouvements terroristes qui se connaissent les uns les autres, hein, mais ils n'ont pas les mêmes approches. Parce que les populations villageoises ne sont pas armées, ne se défendent pas, sont même victimes des divergences politiques, des tripatouillages de beaucoup de choses de la capitale qui répercutent sur eux. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est la dépendance aujourd'hui de ces différents États. Quand tu prends, que ce soit peut-être au Burkina ou encore au Mali, aujourd'hui, quoi qu'on dise, le pouvoir central a du mal aujourd'hui à apporter la sécurité à toutes les populations. Donc ces populations-là ont pour... quoi qu'on dise, plus ou moins obligation ou la sagesse de collaborer avec les mouvements djihadistes pour avoir de la sécurité. Moi, pour que ma famille soit en paix, je n'ai pas le choix que de collaborer avec le GNIM et je suis en paix. Donc, à la vérité, c'est vrai que ces différents pouvoirs-là nous ont vendu, c'est vrai, du rêve, mais aujourd'hui, malheureusement, la réalité rattrape la plupart des populations aussi. Et ça, c'est clair. Yuba, Burkina Faso, en début de semaine, des massacres de militaires au Mali. Enfin, les incidents sécuritaires sont tellement nombreux qu'on se perd justement dans le décompte. Il nous reste très peu de temps. Vous allez peut-être chuter 20 secondes avant, en quelques 2 minutes, de plancher sur le dernier sujet. 30 secondes, allez-y. Bon, moi, en fait, quand il dit vendre du rêve, je reste un peu mitigé. Vous savez, les coups d'État, c'est-à-dire nous sommes dans les conséquences des conséquences. Et j'aime bien ce qu'on dit à Abidjan, ce sont les conséquences qui conseillent, en fait. Pourquoi je le dis? Avant que nous en soyons à cette phase 2024-2025, quand l'AES naissait, assez rapidement, quand l'AES naissait, les idées, que d'abord ces mouvements-là, ces coups d'État pour la plupart je dis bien, sont nés en fait suite à des tripatouillages. Pour la plupart, j'ai précisé. Voilà, pour la plupart, parce qu'on a 4 dans la sous-région, tous les 4, ce n'est pas ça. Non, attention, pour un seul. Le Niger, on n'était pas dans le cas d'un tripatouillage, c'est pas vrai. Le Burkina Faso, pareil. Divergence entre mouvements Kaboré était en de plein exercice de son mandat. Donc le Burkina non plus, on n'était pas dans le cas d'un tripatouillage de la Constitution. Au Mali, là encore, c'est à revoir. C'était des divergences sociales, sociopolitiques. Donc, je veux dire que dans aucun de ces cas-là, on était en phase de coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Là, j'ai élargi. En Guinée, et même jusqu'au Gabon, il y avait des questions de tripatouillage. Au Gabon, peut-être. Même en Guinée aussi, oui, mais ce n'était ni le cas au Niger, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Justement. Mais reste que ces pays-là, déjà, il y avait des suspicions. Et donc, ce que je voulais quand même dire, c'est que ce sont les faillites des politiques. Vous voyez, après plus de 60 ans d'indépendance à l'époque, parce qu'on est à 65 ans maintenant, qui ont donné l'occasion à ces militaires-là de venir. Justement. Et puisque ce sont des novices en politique, ils n'ont pas... Leur spécialité, c'est les armes, pas la gestion de l'État. Des parvenus, des personnes de mauvaise morale ou des personnes qui n'ont pas vraiment l'amour réel de la patrie, qui sont plus des laudateurs, se sont affiliés à eux et ont donné parfois des orientations qui ont fait qu'au bout du compte, on a des transitions qui semblent être dans la durée de façon infinie. Mais moi, ce que je dirais, sans juger qui que ce soit, ce sont des autorités souveraines. Je dirais toujours qu'elles ont des éléments que je n'ai pas, dont je ne suis pas spécialiste. Très bien, on vous aura compris. Parce qu'en 1 minute, rapidement, Jean-Richard, on va plancher sur un dernier sujet assez rapidement. On a vu... dans le courant du mois de juillet, cette friction entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso autour de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire s'étant opposée à ce que le Burkina Faso tienne ce rôle qui lui revenait de façon légitime, justement du fait des sanctions qui pèsent sur le pays depuis le coup d'État, d'abord du colonel Damiba, jusqu'à ce qu'on en soit aujourd'hui avec Ibrahim Traoré, qui est dans une posture de défiance vis-à-vis de la CEDEAO de façon globale. Alors justement, sur ce point, est-ce qu'il n'est pas temps rapidement pour ces pays-là qui fustigent justement la mainmise de la France, selon eux, ce qu'ils appellent mainmise, sur l'économie de la sous-région, sur notre espace monétaire, de s'affranchir pour créer leur monnaie, quitte à en assumer les conséquences de façon souveraine, comme ils aiment bien employer ce terme?
Vous savez, par moments, il est difficile de cerner le Burkina Faso, surtout le président Ibrahim Traoré, qui, depuis 2022, dit une chose et son contraire. Il avait promis beaucoup de choses aux populations burkinabées, mais malheureusement, on constate quelques années après que les choses n'ont pas évolué du côté du Burkina. Sur TikTok quand même, attention. Et depuis quelque temps, il ne cesse de fustiger non seulement la CEDEAO et plusieurs organisations sous-régionales, mais moi je reste surpris vis-à-vis de sa position sur l'UEMOA. Vous savez, vous fustigez plusieurs organisations et vous décidez de sortir de ces organisations. C'est vrai que le Burkina Faso est toujours membre de l'UEMOA, mais on est quand même surpris que le Burkina Faso veuille présider aux destinées de l'UEMOA. Moi, je reste une institution monétaire dont la monnaie est adossée à l'euro garanti par la France. Quand on fustige constamment le franc CFA, quand on fustige, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA, et la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, a son mot aussi à dire. Et au regard aujourd'hui de la position du Burkina Faso, bon, je pense que c'est une position assez sage du pouvoir d'Abidjan d'être quand même mitigé sur cette présidence tournante qui doit revenir au Burkina Faso. Idriss Keïta, votre mot sur ta question avant de boucler cette émission. Moi, je dirais que quelque part, c'est un non-événement, quelque part, ce n'est même pas une surprise. Au niveau de la CEDEAO, il y a une scission. Finalement, entre ces pays-là de l'AES et de l'entité, ceux-là qui sont fidèles à la CEDEAO. Quand bien même que pour moi, ce choc-là, c'est finalement... Parce que quand on prend la CEDEAO, c'est les trois zones, ZEMAO, ainsi de suite, ZEMOA, AES, ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment le face-à-face entre la CEDEAO et l'UEMOA autour de la monnaie. Monnaie qui est décriée... Entre l'AES et l'UEMOA autour de la monnaie? Oui, mais en fait, inside, c'est l'AES et les pays de la CEDEAO, en fait, qui sont aux prises, parce qu'ils partagent le CFA. Et certains pays de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA. Certains pays de la CEDEAO. C'est important même d'ajouter le certain. Donc vous savez déjà, ce clash était prévisible. Parce que si politiquement, institutionnellement, les divergences ont pris forme, et que dans ces divergences, l'AES a ouvertement dit que la monnaie du colon, elle compte bien battre sa monnaie et elle réfléchit à battre sa monnaie, il est clair que de fait, elle n'approuve pas cette monnaie, bien qu'elle doit faire avec, d'une part. Ensuite, il est clair que même si la présidence doit revenir à un pays de l'AES, les autres seront quand même, comment on va dire ça, réticents, seront sceptiques. Au moins, je dis bien au moins, si ces pays-là de l'AES avaient sûrement fait des élections, que les présidents-là avaient une légitimité, au moins si c'était même des présidents élus, donc pas de sanctions, certaines restrictions, même s'ils disaient qu'ils ne veulent pas aller avec le CFA, je crois que le ton et l'approche allaient être aussi faits autrement. Même s'ils n'avaient même rien qu'accepté de renouer le dialogue avec la CEDEAO en vue d'un éventuel retour au sein de l'instance sous-régionale. Mais là, apparemment, ils se braquent, ils durcissent leur position, mais veulent profiter des avantages communautaires. C'est quand même difficile. Bon, justement, déjà quand même, les pays de l'AES ont quand même été clairs. En l'état actuel et avec ces dirigeants-là, ils le disent, un retour à la CEDEAO n'est plus possible, même s'il ne faut jamais dire jamais. Ils sont en train de se développer. Très bientôt même, il y aura même le Parlement de l'AES, parce que le Niger a enfin installé... Se développer, non, installer son conseil national... Développer leur propagande... Non, leur organe législatif. Depuis que le Niger est là, il y a plus d'1 an, ils n'avaient pas encore mis leur assemblée de la transition. C'est désormais chose faite. Donc c'est pour dire que ce choc, il va avoir lieu autant de fois qu'il y aura. Et c'est clair qu'à la longue, moi je ne vois qu'une seule chose qui pourra départager tout ça. C'est la question de l'écho. Parce que le jour où l'écho prendra forme, tel qu'il est dessiné, tel qu'on voit les adhérents, ce n'est pas certain, mais tous les pays de la CEDEAO qui y adhèrent. Et on voit que les pays de... sera encore arrimé et adossé à l'euro, qui fonctionnera sur le même mécanisme que le franc CFA, avec le soutien de la France. Alors que dans le fond, ça ne change rien en dehors de l'appellation. Donc là encore, finalement, est-ce que pour des pays qui se réclament souverains, qui n'ont besoin de personne,
Même pas des pays là, pas de junte, parce que après, ce n'est pas le Burkina et autres qu'on connaît, qui se réclament souverains. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de se dire, enfin, on va sortir de l'UEMOA? Moi, j'ai pas fini. Pour permettre aux populations tout simplement... J'ai pas fini, je veux chuter. 10 secondes, rapidement, c'est-à-dire 30 que, secondes, comme je le de disais... conclure. Bon, moi, la terminologie jeune, je ne l'utilise plus. D'ailleurs, même, j'ai vu que le Burkina a eu à le sanctionner. On est tous d'accord qu'ils n'ont pas été élus. Mais bon, voilà, moi quand même, je dis les autorités de la transition désormais. Tout à fait. D'un, vous savez, cette rupture qui est là, la souveraineté a pris forme depuis 2021-2022. Donc, il y a au moins 3 ans. Mais dans cet intervalle, au niveau de l'UEMOA, il n'y a jamais eu, si vous voulez... Les autres pays de la CEDEAO membres n'ont jamais demandé formellement à ceux-là de partir. Eux aussi, formellement, n'ont jamais demandé de partir. Donc ce mariage-là, il court. S'il y avait eu un courrier, parce que moi je comprends aussi, hein, la CEDEAO, et là c'est pas certains pays, eux avec ceux de la ZMAO, ont tout fait pour qu'il y ait vraiment une conciliation, pour ne pas qu'il y ait ce départ définitif. Mais je crois qu'au fil du mois, la façon dont l'AES reste sur sa posture, maintient et continue de tisser sa toile, c'est au pays de, comment dirais-je, de la CEDEAO. De l'UEMOA plutôt. L'UEMOA, mais par ricochet, la CEDEAO, puisque c'est eux qui vont constituer l'écho, d'en tirer toutes les conclusions. Sinon, ce clash, c'est vrai que le Burkina a été sevré de sa présidence qui lui revenait de droit. La Côte d'Ivoire, légitimement, l'a prise, puisque la Côte d'Ivoire... 40%, hein, oui, mais moi je ne vois pas le pourcentage. La Côte d'Ivoire se sent très bien, même à l'instant où nous parlons, le président ivoirien est actuellement en France. La Côte d'Ivoire, ça va bien avec la France. Contrairement à Ouaga, ça ne va pas avec Paris, où même nos confrères ont été fermés. Donc pour moi, soit c'est un courrier de part et d'autre qui peut trancher cette histoire, c'est une intention affichée. Sinon, ce sera la question de l'écho qui tranchera définitivement cette histoire. Parce que si jamais l'écho naît maintenant, les pays de l'AES n'auront d'autre choix que d'être défaits de fait de la CEDEAO et d'avoir leur propre monnaie. Votre conclusion rapidement, Jean-Richard? Moi, je retiens tout simplement que ces différents États restent dans le discours populiste. Pendant longtemps, on a accusé la France, pendant longtemps, on a essayé de trouver des boucs émissaires. Et lorsque en interne, on n'arrive pas à trouver des solutions vis-à-vis des problèmes qui se posent, je pense qu'il faut profiter de quelques problèmes ça et là pour montrer non seulement que la CEDEAO ou encore Abidjan ou encore certains pouvoirs sont contre ces différents juntes-là. Et je pense que le Burkina Faso essaie de se saisir de cette question-là pour discréditer Abidjan, pour démontrer une fois de plus à ces différentes populations qu'on est contre le Burkina Faso. Personne n'est contre le Burkina Faso. Bien au contraire, pendant longtemps, les Ivoiriens, plusieurs pays de la CEDEAO ont vécu en bonne intelligence avec les Burkinabés. Les Burkinabés sont bien installés en Côte d'Ivoire, ils font leurs affaires en Côte d'Ivoire. Je pense que la plupart des intellectuels ou encore des populations burkinabées n'ont pas de problème avec les Français, mais je me dis que dans le discours populiste, on a essayé de récupérer un certain discours pour se positionner, mais aujourd'hui, ce discours ne fonctionnant plus, on essaie de s'arc-bouter sur quelques problèmes là, pour quelques problèmes ça et là pour se positionner. C'est ce qui nous est donné de voir. En attendant de voir cette position, on ne peut pas en même temps insulter la CEDEAO, insulter le franc CFA et en même temps décider de profiter des acquis de ces différentes organisations-là. Après, quand on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est véritablement paradoxal. Merci à vous, Jean-Richard Nguessan. Merci également, Idriss Keïta, d'avoir été là pour ce numéro de Devoir de vérité. On va se dire au revoir. Merci également à vous de nous avoir suivis de Côte d'Ivoire et de partout ailleurs en Afrique. On se retrouve dans quelques semaines pour un autre numéro mensuel de votre émission. Au revoir et à bientôt.